Bienvenue dans le podcast Postpartum Préfeu Parents. Je suis Émilie Topsan, fondatrice de Mini Durable, un service de location de vêtements bébés. Parce que le postpartum c'est intense et que vous méritez qu'il soit doux, je vous accompagne avec des outils, de l'humour et beaucoup de décontraction. Le postpartum ça se prépare, alors prêt, feu, parents. Cet épisode, je voulais absolument le faire avec Aude parce qu'elle a une vision décomplexée et décomplexante de l'écologie. Lorsque j'ai participé à son webinaire, j'ai fait des tonnes de prises de conscience sur ce qui est important ou ce qui l'est moins dans la démarche écologique. Et je voulais absolument vous en faire profiter pour pouvoir préparer votre postpartum de façon écologique, mais sans s'épuiser et en restant tout à fait serein. Bienvenue Aude dans cet épisode. Donc on est à l'épisode numéro 5 du podcast Postpartum Préfeu Parents. On va parler d'écologie aujourd'hui, de comment préparer son postpartum de façon écologique. On va commencer déjà par te présenter. Donc Aude, qui es-tu? Bonjour Émilie, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Aude d'Écologie Mode d'Emploi. En fait, je suis coach en mode de vie durable et j'accompagne les mamans qui veulent vivre une vie qui est alignée à leurs valeurs écologiques, mais aussi tout en apprenant à prendre soin d'elles, ce qui est très important quand on attend son enfant. Donc je les aide à devenir ce que j'appelle moi des éco-mamans apaisées et impactantes. Ah bah parfait, c'est tout ce qu'on cherche. C'est que on sait que au moment de la maternité, c'est quand même un moment de la parentalité d'une manière générale, c'est un moment où on fait un switch aussi écologique parce qu'on veut le meilleur pour ses enfants, on veut le meilleur pour la planète, on veut une meilleure planète pour eux et un meilleur monde pour eux. On souvent un déclic à ce moment-là et soit on obtient des valeurs écologiques, soit on développe ces valeurs écologiques et on va encore plus loin. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué au moment du postpartum de se poser les questions. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir donner des clés pour que les mamans et les papas puissent avoir les bons réflexes par la suite pour mettre en place une vie un peu plus écologique avec leur bébé. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire cette transition? Parce que tu n'as pas toujours été coach en transition écologique. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors moi, j'ai pas eu de déclic écologique pour le coup, parce que moi j'ai grandi dans une famille très écologique avec des valeurs, très fortes, avec des parents qui ont monté des assos, qui ont été militants et cetera. Donc moi je me suis dirigée j'ai toujours voulu travailler dans l'écologie, j'ai fait des études de chimiste et après ça, j'ai été professeure des écoles pendant, 19 ans. J'ai beaucoup enseigné l'écologie avec mes élèves, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la classe du dehors, hein. Je suis allée en forêt apprendre à mes élèves de maternelle à compter, à chercher des sons autour d'eux. J'ai fait beaucoup de pédagogie Montessori, mais après ces belles années, j'ai quand même eu envie, en septembre là, 2020, de revenir à mes premiers amours et de créer du coup Écologie Monde d'Emploi, qui est vraiment un coaching global et personnalisé pour aider les mamans à se sentir bien dans leur rôle de femme, de mère et d'écolo en fait. C'est vraiment la livraison de leur mode d'emploi sur mesure. Ouais, après t'être occupé des enfants, en fait, tu voulu t'occuper des mamans. Exactement. Parce qu'en fait, Tu c'est des d'accord? mamans qui ont ces dérives un peu de perfectionnisme écologique et qui s'épuisent à tout faire, mais je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Oui, tout à fait et du coup, c'est aussi ça qui va être très intéressant dans cet épisode, c'est se dire: «Qu'est-ce qu'on peut choisir pour avoir le plus grand impact sans que ça ait le plus d'impact sur nous, en fait?» Les choses les plus simples à mettre en place qui ont le plus grand impact, sur l'environnement et cetera. Donc c'est vraiment ça et d'ailleurs, pour ça, j'ai un petit quiz pour toi. Vous voulez Oh là là, sourd, tu vois les bonnes réponses. Ah non, ça va, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse en même temps, c'est ta thématique donc c'est toi qui vas avoir, tu connais mieux les réponses que moi. C'est ça. Donc dans ce petit quiz, on va voir c'est quelles sont les actions à prioriser selon toi? Thème parentalité évidemment, hein. Donc petit pot maison ou petit pot industriel bio? Ah! Tu commences par la par une colle dès le début. Heu, après tu l'as compris dans mon approche, moi j'ai pas un avis tranché parce que je pense qu'il y a autant d'avis que de situations. Dans les petits pots maison, ça dépend avec quoi tu les fais, hein. Suivant si c'est des aliments qui sont dans ton frigo depuis une semaine, qui ont plus de valeur nutritionnelle et que tu es épuisé, bah, moi je dis, banco, vive les petits pots industriels, hein. Ils ont des normes quand même très précises au niveau de ce qu'il doit y avoir en termes de taux de nitrate et cetera. Et après, si tu peux faire tes petits pots maison, que tu es soutenu à la maison, que tu as du temps, que ton enfant dort, ben, fais des petits pots maison. Mais si ton enfant ne dort pas, la priorité, c'est dormir pour toi, pas Je faire crois que des la petits pots. je crois que la réponse, ça va souvent être: «Si ton enfant dort». Exactement. Donc deuxième banane bio ou carotte conventionnelle locale?
Alors là, j'ai un avis un peu plus tranché. Moi, ça serait, banane bio. Voilà, l'empreinte du bio, il est quand même, beaucoup moindre que le local. Voilà. Après, c'est pas les mêmes critères. C'est l'empreinte carbone comme contre le fait, de faire travailler quelqu'un dans le local. À chacun de voir aussi ses critères, mais moi, ça serait banane bio. OK. Couche lavable ou couche jetable? Ah! Tu continues fort. Moi, j'ai fait les 2. J'ai fait les 2. Il m'a fallu attendre mon troisième enfant pour me lancer dans les couches lavables. Donc je te dirais pas vive, que les couches lavables, et j'ai fait beaucoup de mix avec lui, avec, du jetable quand on était en sortie. Donc d'un point de vue environnemental, couche lavable. Seconde main ou location? Moi, je suis à fond pour la seconde main, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de seconde main. Je continue encore et les couches, vois-tu, peut-être qu'on en reparlera un peu après, je suis passée par la location dans un premier temps, avant de passer sur la seconde main, par exemple. Donc je suis à fond seconde main et pourquoi pas location. Alors là, on part sur un mix de questions. Petit pot maison ou couche lavable? En termes d'impact, les couches lavables. Les couches lavables ont plus gros impact que les petits pots maison. Et en termes de temps personnel, à ton avis? Et j'ai envie de le rajouter, moi je trouve que les couches lavables, ça prend pas tant de temps que ça, même si c'est une grosse croyance et pour le coup, l'impact est beaucoup plus fort, alors que les petits pots, maison, l'alimentation maison va prendre beaucoup plus de temps et des fois, si on fait pas les bons choix dans l'alimentation, on n'a pas une alimentation qui forcément a fort impact pour le climat. Mmh. Dernière question, liniment maison ou coton lavable? Moi, je suis à fond pour la simplicité, donc moi je suis, coton lavable. Ouais, coton lavable, de l'eau, du savon, ça marche très bien, on peut se passer limite. Tout à fait. Je n'en ai quasiment jamais utilisé personnellement, donc on peut s'en passer. Donc là-dedans, en fait, c'est aussi dans toutes ces questions, c'était pour mettre en exergue tous les thèmes qu'on peut avoir. Donc on va avoir des thèmes de zéro déchet, de lavable, de seconde main, de jetable évidemment, de location et voilà, c'est vraiment tous ces thèmes-là qu'on veut aborder aujourd'hui et se dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a comme plus grand impact?» sans pour autant se mettre en danger parce que s'épuiser au moment du postpartum, c'est se mettre en danger. Donc tous les thèmes qu'on va aborder. Ce qu'on veut faire d'abord, c'est vous parler de comment s'équiper. Est-ce que faut tout acheter tout de suite? Est-ce que faut attendre? Comment acheter? Qu'acheter? Comment faire, quoi? Alors c'est vrai qu'il y a pas de conseil vraiment généralisé parce qu'on a tous une vie différente. Par contre, moi je trouve quelque chose qui est important, c'est l'anticipation. C'est pas forcément l'anticipation dans les achats, de pas forcément tout acheter, pendant sa grossesse, mais de savoir, en tout cas de s'être renseigné sur, de quoi on pourra potentiellement avoir besoin, grâce à sa sage-femme aussi et les cours de préparation à l'accouchement. On a une idée un peu plus précise de quoi a besoin un bébé et cetera. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une société où on nous survend que notre bébé a besoin d'énormément de choses, alors que c'est pas vrai. Un bébé, il a besoin d'un lit et d'un papa et d'une maman et c'est à peu près tout, en fait. Il a pas besoin d'un appareil pour, fabriquer, le bib expresso, par exemple, hein, pour pas le nommer. On peut, à un moment donné, avoir ce besoin-là et se dire: «Bah, tiens, là, je suis sous l'eau et ça pourrait m'aider» ou alors moi, j'ai eu, une fille avec un reflux, avec des poudres qu'il fallait mélanger, qui étaient compliquées à mélanger, donc j'ai acheté un mixeur, tu vois, par exemple, pour ces biberons, mais parce que j'ai eu le cas, en fait, devant moi qui s'est présenté et qu'avec cette poudre supplémentaire pour épaissir, on n'arrivait pas à bien préparer ces biberons, par exemple. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de le dire de pas se précipiter. Au début, le bébé, il a pas besoin de grand-chose. Par contre, prendre le temps de se documenter pendant la grossesse, je pense que c'est le meilleur moyen de pas surconsommer. Parce que sinon, on va arriver, on va avoir des peurs aussi, hein, peur de pas bien accueillir son enfant, de pas être une bonne maman parce qu'il aura pas de tout et cetera et le fait de se renseigner, ça va aider à se sentir plus sereine. Voilà. Moi, après, tu as bien compris, je suis à fond pour la seconde main. Je pense que pour mes enfants, j'ai acheté pratiquement que de la seconde main. Pour moi, c'était hyper important aussi au niveau de leurs meubles. On sait que les meubles neufs, ils peuvent dégazer pendant très, très longtemps, ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Donc d'avoir des meubles de seconde main, tu sais que du coup, il y a moins de choses qui va, être dans l'air de la chambre de ton enfant. Donc oui, là, ce qu'on voit bien, c'est que ça sert à rien de tout acheter d'abord parce que déjà, on ne sait pas quels vont être les besoins. Pour l'anecdote, quand mon fils est né, il avait une chambre qui était magnifique, préparée, et il a rejoint sa chambre, il avait plus d'1 an. Donc on a eu pendant 1 an une chambre où on a
étendu le linge, voilà. Donc c'est pas très utile d'acheter à l'avance parce qu'on ne sait pas quels vont être les besoins et nos grands principes, vont aussi être, remis en cause. C'est: «Le bébé dormira dans sa chambre». Heu, non, en fait, après 5 réveils la nuit, le bébé ne dort pas dans sa chambre, il dort à côté de vous. Mais bon, ça c'est chacun, le vit comme il veut parce qu'il y en a qui redorment mieux si le bébé est dans sa chambre, ils n'arrivent pas à dormir, ça fait beaucoup de bruit certains bébés, la nuit. Laissez-vous aussi expérimenter. Une fois que vous êtes documenté, laissez-vous expérimenter avant de choisir et d'acheter. Meilleur moyen, comme tu le sais, de ne pas surconsommer. Donc super, on a fait un tour, enfin on a vu, la seconde main et puis, ton appétence pour la seconde main. Mais est-ce que tu conseilles la seconde main sur, tout? Alors oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que, moi sur certains aspects qui sont liés à la sécurité ou des choses qui vont durer très longtemps dans le temps, je pense, aux sièges auto par exemple. Moi j'ai acheté des sièges auto évolutifs qui commencent vers les 1 an, 16 mois de l'enfant, jusqu'à 10 ans en fait et j'ai préféré ceux-là pour être sûre qu'ils soient en bon état, c'est-à-dire que les personnes les auraient gardés très longtemps. Un siège auto, il faut savoir que dès que la voiture a pris un petit choc, ils peuvent être, même si on ne le voit pas à l'œil nu, abîmés. Donc pour moi, voilà, on est sur des notions de sécurité. Je suis intransigeante avec ça ou même j'ai eu d'autres choses, j'ai eu des barrières pour protéger les escaliers que j'ai pas trouvées en seconde main. Pour moi, c'était pas envisageable d'attendre plus longtemps que ça apparaisse, sur des sites de seconde main. Enfin, j'ai acheté neuf et puis c'est tout, c'est pas grave. Voilà, tu vois? Oui, en plus, enfin, les normes évoluent vite aussi, hein, donc là-dessus, il faut faire attention de vraiment aller chercher le meilleur. Donc on a parlé de la seconde main, mais on a aussi parlé des choix et d'anticiper et de faire des choix. Tous ces choix et de sélectionner le meilleur élément, c'est toujours une charge mentale importante, c'est beaucoup de recherche, on n'a pas forcément les informations et cetera. Donc comment est-ce qu'on peut se prémunir de cette charge mentale-là? Des fois, c'est revenir à soi, c'est aussi revenir à se demander: «Est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons? Est-ce que, je tiens absolument à, acheter, un robot de cuisine, pour faire les petits pots maison, par exemple, de mon enfant? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on n'a pas une culpabilité si on les fait pas? Est-ce qu'en tant que mère, on s'est pas mis aussi une charge en ou de future mère, une charge de se dire: «Ben non, je serais pas une bonne mère si je lui fais pas tous ses repas maison». Il faut savoir que les premiers mois, bah, notre enfant, il a, un peu un calendrier des aliments qu'on va lui donner mais une fois qu'il va manger comme la famille, la charge mentale, elle va aussi beaucoup baisser parce qu'on va faire à manger pour nous, on va juste lui mixer pour lui. Mais les premiers sont un peu plus compliqués et si c'est en plus le même moment où on reprend le travail, là, ça peut devenir la goutte d'eau et donc il faut aussi à un moment donné se dire: «Beh, est-ce que c'est compatible, ces idéaux que j'ai avec ma situation actuelle?» Si peut-être je suis aussi en congé parental plus long, si, les horaires de moi ou ma partenaire sont compatibles avec le fait qu'on prépare ensemble, Si mon enfant dort. si mon enfant dort, si mon enfant ne fait pas ses dents et cetera, en fait. Donc je pense qu'il faut aussi concilier les 2 pour ne pas s'épuiser. Donc pour moi, la priorité, tu l'as compris, c'est quand même le sommeil. Et j'ai eu un troisième très compliqué qui a pas fait une nuit jusqu'à ses 16 mois. Donc ouais, à un moment donné, tu es en mode survie. J'avais repris le travail en tant que professeure en maternelle. Bah, là, tu es en survie, en fait et c'est OK. Moi, je cuisine beaucoup de légumes surgelés. Alors je les achète, nature, mais pour moi, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir, un impact écologique très fort. La priorité, c'est celle-là, c'est de manger beaucoup de fruits, de légumes. C'est pas qu'ils soient forcément frais, cuisinés du jour et cetera. C'était pas compatible avec ma vie de maman de 3 enfants, en fait. La charge mentale, elle était trop forte. Je pense qu'il faut beaucoup dans le postpartum avoir de la souplesse. Ça, c'est sûr. Faut, s'autoriser, pas mal de choses et pas mal de sortir de ses principes surtout et de changer d'avis. Moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, j'ai beaucoup envie de souligner, c'est on s'autorise à changer d'avis. Un adage qui est quand même, bien répété, c'est: «Avant on a des principes, après on a des enfants». Mais c'est une réalité, en fait. On s'autorise à changer d'avis quand on a des enfants parce que en fait, tant qu'on les a pas, on ne sait pas ce que c'est et en plus de ça, chaque postpartum est différent, chaque enfant est différent et on ne le vit pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est hyper important. En plus de ça, là-dessus, pour se déculpabiliser, voilà, moi j'ai suivi, un de tes webinaires où on parle d'écologie. C'est ultra déculpabilisant aussi ce que tu dis, dans le sens où le déchet final n'est pas la pire empreinte écologique, en fait. Il y a des choses bien plus importantes à faire que ce déchet final. Tu nous parlais de transport, tu nous parlais
d'alimentation et cetera et tout ça, c'est plus important que ce déchet final donc comment on peut déculpabiliser un peu ces parents, futurs parents, en leur donnant quelques petites, hein, on va pas refaire tout en webinaire, d'1 heure, voire 1 heure et demie maintenant, mais quelques petites astuces qui vont leur permettre, en fait, de se déculpabiliser en se disant: «Ça a beaucoup plus d'impact que de faire mes petits pots maison, aller, cueillir mes fruits et légumes, et les préparer alors que j'ai un bébé de 1 mois et demi qui ne dort pas». Oui, exactement. En fait, en écologie, on parle, des ordres de grandeur et souvent dans l'écologie familiale, on va regarder le déchet, ce qu'il y a à la fin chez nous et en fait, quelque chose qui est hyper important à comprendre, en plus, ce qui est bien, c'est que ça marche pour tous les exemples écologiques, c'est que la partie production pollue toujours plus que la fin, en fait. Ça veut dire que dans ton aliment, c'est pas son transport ou, son emballage à la fin qui va polluer le plus, c'est la manière dont il a été produit. Sur quelle terre, si les terres sont des terres, agricoles, bio ou pas pour le coup, là, il y a une plus grosse empreinte. Comment l'aliment a été transformé, donc des fois je dis transformé, mais c'est qu'il a été beaucoup nettoyé, qu'il a consommé beaucoup d'eau et cetera et après à la fin, il y a juste le transport et chez toi, en fait. Donc déjà d'un point de vue alimentation, c'est important de regarder le début, donc ce qui se passe avant la maison, plutôt que la fin, en fait, finalement. Donc on peut acheter du légume surgelé. Si on veut avoir la plus grande empreinte, on achète du bio surgelé. Exactement, exactement. C'est pas le petit sachet plastique qui va polluer le plus là-dedans. C'est le champ, c'est pour ça qu'on parle que la viande pollue beaucoup plus parce qu'en fait, ça nécessite de plus grandes parcelles aussi. Ça nécessite les parcelles de l'élevage, mais aussi les parcelles avant de la production, du fourrage et cetera pour l'animal et cetera et donc c'est pour ça que leur empreinte est aussi importante. C'est une double production, quoi. On a la production de la nourriture de l'animal qui va faire la nourriture, quoi. Exactement, c'est pour ça que le végétal a forcément une empreinte plus basse et moi, souvent, j'alerte beaucoup autour du zéro déchet parce que c'est devenu une mode depuis une dizaine d'années et du coup, ça a été, je trouve, dépioté tellement à l'extrême, on fait penser que, le plus important, c'est de pas avoir de déchets au bout. Sauf que le plus important, c'est d'avoir un repas, en fait, qui est, qu'on appelle bas carbone. Tu peux avoir un repas zéro déchet, mais en fait, il y a que des pâtes et de la viande que tu auras acheté, dans des super, dans des sachets en tissu. Mais ton repas, il est pas bon pour toi parce qu'il est pas équilibré et en plus, il est pas bon pour le climat. Parce que du coup, il y a pas des aliments végétaux dedans. Donc du coup, des fois, de rentrer dans ce zéro déchet et en fait, c'est pas quelque chose d'hyper impactant le déchet. Alors que de regarder, son mode de transport, comme tu disais, que j'expliquais dans le webinaire, la manière dont on se déplace, c'est hyper impactant et des fois, il y a des choses en fonction de son quotidien ou de une fois par semaine de pas prendre la voiture, ça a beaucoup plus d'impact que de faire tous ces petits pots maison. Et de toute façon, vous verrez qu'avec un bébé, le temps de le mettre dans la voiture, de le mettre dans le cosy, de mettre le cosy dans la voiture, d'attacher le cosy dans la voiture, de démarrer la voiture, de s'assurer qu'il ne pleure pas, de récupérer la tétine qui est tombée parce qu'il était en train de pleurer et qu'il l'a crachée, de repartir, de ressortir le bébé de la voiture, de le mettre dans la poussette et enfin, vous allez plus vite d'y aller à pied, hein. Ouais, c'est ça. Clair. On gagne pas de temps, enfin, à part sur des longs trajets où, du coup, on va, rouler moins vite pour, consommer moins. Mais, voilà, sur des petits trajets avec un bébé, on ne gagne pas de temps à prendre une voiture, voire on en perd. Ça, c'est assuré et en plus, c'est stressant. Donc, c'est pas bon non plus pour la charge mentale, quoi, si on en revient à ça. Oui, 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 c'est ça. C'est qu'en fait, il faut aussi, réapproprier la notion de temps. Ah, dans quoi est-ce que je donne mon temps? On va voir qu'une fois qu'on a un bébé, ce qu'on pensait faire en 10 minutes et ben, on va le faire en une demi heure maintenant ou avec, bébé dans le porte-bébé pendant qu'on étend le linge et cetera. Donc il faut arriver à se dire: «Où est-ce que je dégage du temps? Comment je le dégage? Et comment j'apprends à me dire que le temps est différent maintenant et à mieux le vivre?» Comme tu dis, des fois, ça va prendre maintenant le même temps de se déplacer à pied qu'en voiture avant, mais parce que, voilà, il y a toutes ces étapes-là qu'on minimise tellement et en fait, c'est quand même beaucoup plus sympa de se balader en poussette avec bébé. Ça nous fait une zone de ressources. Bébé s'endort en général dans la poussette, plutôt que ce côté: «Vite, je l'attache, il pleure quand je suis en train de l'attacher, vite, 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 je trouve pas de place» et cetera, en fait. Mais il va falloir, réapprendre cette notion de temps et que le temps ne sera jamais le même qu'avant d'avoir des enfants. Ça ne reviendra jamais, même quand ils sont adolescents, ça ne revient jamais. OK, là, tu nous projettes loin, là. Il faut quelques années et il y a un exemple que j'aime bien donner, c'était, ma première coachée qui me disait, elle a eu cet exemple-là où un soir,
elle était partie à fond dans le zéro déchet. Pour son fils aîné, il fallait que les goûters, il y ait plus d'emballage. C'était vraiment quelque chose qu'elle s'était fixé, très, très important pour elle. Et un soir à 23h avec son conjoint, titi «Ah, on n'a pas fait le gâteau pour demain». Donc à 23h, ils étaient en train de faire leur gâteau au yaourt, rapido, hein, mais à 23h quand même. Sauf qu'ils avaient à la maison un bébé d'un peu moins d'un an, en pleine poussée dentaire. Donc ils savaient que dans 2 heures, ils allaient être debout. Enfin, ils savaient. Ils espéraient que non, mais il y avait de fortes chances que cette nuit-là, il y a encore un réveil. Et de arriver à lui faire comprendre qu'en fait, déjà, ce déchet, il n'est pas si important, ce déchet de l'emballage, et qu'on peut trouver aussi des solutions pour avoir des goûters qui sont sains, sans que ça devienne des goûters industriels aussi, hein, qu'on peut aussi habituer son enfant à avoir du pain et un fruit, du pain tartiné ou du pain avec une tranche, avec des palets de chocolat, par exemple. C'est aussi bien, et que surtout, là, à ce moment-là, c'était pas ça qu'il lui fallait. Il fallait qu'elle trouve des actes à fort impact, mais qui soient vraiment compatibles avec un jeune bébé. Faire ses gâteaux à 11h du soir pour ne pas avoir d'emballage industriel, ce n'était pas compatible avec sa vie de famille. Là, votre vie de famille va évoluer même dans vos postpartum. Il y a les tout premiers mois, il y a la reprise du travail. Enfin, il va falloir admettre que, comme tu dis, rien n'est figé et que tout va être mouvance. Il va Oui, falloir c'est vous ça. accorder de la souplesse. Et il y a un moment où certaines actions sont possibles et il y a un autre moment où c'est pas possible. Même sur l'évolution du bébé, c'est vrai qu'il y a des moments où, ça va être simple. Par exemple, tant qu'on est à la maison, par exemple, d'avoir des couches lavables au début, c'est simple et après on passe à la crèche ou chez la nounou et ils acceptent pas les couches lavables, ils acceptent que les couches, jetables donc voilà, ça change aussi la dynamique. Il faut en permanence s'adapter et en permanence remettre en cause des choix donc c'est là aussi où c'est important et c'est ce sur quoi j'insiste sur ce podcast, à se préparer à ça. Si je veux avoir un impact, quelles vont être les actions qui vont avoir le plus d'impact, que je peux mettre en place facilement, que je peux actionner à tout moment et changer de fusil d'épaule au fur et à mesure? C'est au départ, je me dis que c'est super de faire mes petits pots, bah, très bien, je prépare à l'avance, j'ai une organisation qui me le permet et du jour au lendemain, c'est plus possible. Bah, c'est pas grave, on change l'organisation, on accepte et on se dit: «Bah, je vais transiger sur autre chose. Je mangerai, 1 fois de viande en moins cette semaine» et puis, et puis l'impact est rééquilibré quoi, si vraiment on va en avoir là. Après, ce qui est important aussi, c'est de se renseigner avant. Là, on a une super idée, de comment gérer sa charge mentale et de savoir qu'il faut faire des choix et quels sont les choix importants à faire. On va éclaircir un peu un sujet. On a commencé par ça. Couche lavable ou couche jetable, ça, c'est un grand sujet. Je pense que quand on a une démarche écologique, on y pense forcément à un moment. Moi, clairement, personnellement, j'y ai pensé. Je voulais le faire. Mon conjoint n'a pas suivi et sachant que c'est lui qui faisait les lessives, faire un choix, en fait, soit se rajouter de la charge et de la charge mentale, soit, déléguer ça et du coup, faire une concession sur ses choix. C'est toujours une question qu'on se pose, donc j'aimerais qu'on approfondisse ça avec toi. Oui, ben, en fait, c'est une question qui est un peu difficile parce qu'elle va venir un peu, retravailler nos croyances autour de l'hygiène ou toi, nos a priori sur ce qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est propre, et c'est vrai qu'il y a déjà tout ça un peu à déconstruire finalement. C'est C'est ça, tout ce qui est école, hein. ça me fait très rire parce qu'en fait, une fois qu'on a des enfants, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est propre, c'est plus du tout la même conception que ce qu'on pouvait avoir avant, hein. Bien sûr, mais des fois, comme tu dis ou comme l'a peut-être ressenti ton conjoint, c'est tellement ancré en nous. J'allais te dire, moi, je fais beaucoup, de comparaisons avec, l'allaitement, en fait. Des fois, on sent que, on ne sait pas pourquoi, en fait. On veut ou on veut pas, mais c'est un truc fort en nous, c'est ancré, et des fois, les couches, c'est pareil. On sait qu'on ne peut pas. On sait qu'on ne peut pas, qu'on a peur de, voilà, de la saleté du bébé qu'on va avoir sur les mains, des selles, et cetera, et c'est viscéral pour certains, et comme tu dis, bah, des fois, bah, il vaut mieux passer outre. Moi, je suis passée aux couches lavables que pour mon troisième enfant, même si je m'étais déjà renseignée, dès la première. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des grossesses, très rapprochées. Mes filles, elles ont 16 mois d'écart, et en plus, j'ai été alitée pour chacune de mes grossesses. Donc j'avais eu du temps pour me renseigner, mais je suis arrivée à des accouchements, Ah, j'étais quand même très fatiguée. Ah oui, alors du coup, voilà, très fatiguée. Je savais que la charge mentale avec 2 enfants, vraiment rapprochés, allait être très forte. J'ai un conjoint qui part en déplacement chaque semaine, au moins 3 jours par semaine. Moi, je ne me le sentais pas.
Voilà, je me sentais vraiment pas, c'était pas l'aspect hygiène qui m'inquiétait, c'était l'aspect charge mentale. En fait, finalement, il faut se rendre compte que la couche, Laval, c'est juste qu'on va changer, la manière de s'organiser. Je pense pas maintenant avec le recul que ça prenne plus de temps. Par contre, c'est une manière de faire qui est très différente. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir des lessives régulières. Si on est déjà, avant d'avoir des enfants, à faire des lessives que le week-end ou à se sentir, submergé, c'est une tâche qu'on n'aime pas du tout faire et cetera, bah, du coup, ça peut nous donner l'impression que ça va nous rajouter la charge mentale, qu'on est crispé, hein, on peut sentir là ces crispations, bah, c'est peut-être pas, voilà, comme tu dis, il y a tellement d'actes forts, peut-être qu'il faut pas faire celle-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'un bébé, ça consomme à peu près 4 000 couches. Alors un peu moins, je crois que le chiffre de mémoire, c'est 3 800 couches de sa naissance à la propreté. Donc c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même beaucoup, voilà. À 25 centimes la couche, tous les soirs, un calcul. Un calcul derrière et en fait, on sait que les couches, jetables, elles sont très énergivores à produire, elles sont très polluantes et quand on prend une couche classique, le plastique qu'il y a dans cette couche, on dit que ça correspond à une tasse de pétrole. C'est pas rien. Mmh. Et souvent, au niveau de la composition, bah, il y a des choses qui sont pas du tout, saines ni pour l'enfant, ni pour le bébé. Heureusement, moi, je trouve qu'en 14 ans, parce que ma grande, elle vient d'avoir 14 ans, il y a de plus en plus d'autres choix. De choix, jetables avec plus écologiques, même s'il faut savoir qu'il y a des parties qui enfin voilà, ça ne reste jamais quelque chose d'entièrement sain pour la planète. La partie qui est absorbante à l'intérieur, Oui, c'est bah, ça, elle mais même elle est très polluante. les marques de couches, qui sont, réputées être les plus écologiques, de toute façon, ils l'expliquent. Ils ont dit: «On est clean, on essaie de faire le mieux possible», mais il y a une partie qui, de toute façon, ne peut pas être enlevée parce que c'est la partie qui fait, l'absorption, qui le fait que le bébé ne soit pas, mouillé et reste mouillé dans ses urines, en fait, en permanence, hein. Donc ça, pour le confort du bébé, il y a une partie qu'on peut pas enlever. Donc il y a quand même, quoi qu'il en soit, des produits qui sont mauvais pour la planète dans les couches jetables, aussi clean qu'elles soient. S'ils vous disent le contraire, c'est que c'est faux, c'est que c'est un mensonge. Après voilà, notre vie, de manière générale, pollue toujours. On peut pas avoir un impact, 0, ouais, quand certains, un peu écolos me disent: «Mais tu respires donc tu pollues». Ben oui, en fait, vivre, ça a forcément un impact. Donc ce que tu appelles à l'intérieur, ça s'appelle le sap là. Donc c'est quelque chose qui, au contact de l'urine, va donc se durcir et ben ça, on sait que ça ne se dégrade pas. Donc ça reste une fois que votre couche, elle va être enfouie, ou incinérée, ben on sait que cette partie-là, ben, en tous les cas, il va jamais rien se passer si elle est enfouie. Mais par contre, il y a certaines couches qui vont réduire leur quantité. À la place d'avoir 20 grammes, on va trouver que 30 grammes. 3 grammes, pardon, à la place de 20 Oui, j'allais dire, ça c'est réduit, hein. c'est augmenté. Voilà. Donc il faut y être vigilant, il faut faire attention aux couches qui ont du chlore, parce que le chlore, c'est pas, toxique, hein, il y en a dans nos piscines. Sauf qu'au contact de l'urine, si, ça dégage un gaz qui va être toxique. On peut faire aussi attention au voile, qui a donc la partie qui est au-dessus. Qu'est-ce que ce voile-là qui est vraiment en contact avec les fesses de votre bébé, bah, soit pas à base de plastique, on en trouve beaucoup maintenant à base d'amidon de maïs. Donc des solutions, il y en a beaucoup de vraiment, par contre, quand il y a ces couches qui vont vous promettre une nuit entière, d'absorption d'effets au sec pendant des heures et des heures, attention, ça c'est un petit signal d'alarme. C'est que donc du coup, il va y avoir beaucoup de produits contre. Donc il vaut mieux changer régulièrement son enfant. Alors la nuit, c'est encore un autre cas, mais voilà, de ne pas hésiter à changer régulièrement plutôt que se dire: «Je vais prendre des couches qui tiennent longtemps parce que je vais moins polluer, je vais moins en jeter». C'est ça des fois, c'est aller déconstruire ces petites idées. Il vaut mieux avoir des couches plus clean et que je vais changer plus souvent. OK. Ouais, ouais, je m'étais jamais fait cette réflexion, mais oui, effectivement, ça peut, ça peut venir aussi. Mais, enfin, ce que tu nous dis quand même, il y a des produits dans les couches qui peuvent créer des gaz qui sont toxiques quand même, hein. Donc, ça veut dire que les couches, ont des produits toxiques à l'intérieur et on met ça sur nos bébés. Comment on fait pour, savoir, quelle est la bonne couche à choisir si on décide de faire, une couche, jetable? Quelle est la bonne couche? Parce que sur les couches lavables, il y a pas de sujet. Une couche lavable, c'est clean. Et non! Et une couche savale n'est pas forcément clean, hein. Ah mince! Moi, je me disais: «Tiens, si on choisit couche lavable, du coup, c'est facile». Mais non, donc on a 2 sujets, c'est comment on choisit les bonnes couches lavables et comment on choisit les bonnes couches jetables.
Exactement. En fait, il y a pas d'obligation d'indiquer la composition sur les couches précises. Au niveau des industriels, même si c'est au contact du bébé, on n'est pas comme sur, un produit cosmétique où tu vas avoir une liste précise. Donc déjà ça c'est un peu inquiétant parce que des fois, tu vas avoir un marketing qui va dire, «Couche super pour votre bébé» ou «plus écologique» et cetera. Moi, j'aime beaucoup regarder les labels. C'est plus écologique, c'est qu'il y a juste moins de produits chimiques, mais il y en a quand même, quoi. Ouais, exactement, en fait. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de labels et le parallèle avec, les produits cosmétiques, il est là aussi, en fait. Maintenant, c'est important de se renseigner sur les labels, de trouver le label qui correspond à vos valeurs. Il y a des labels qui vont être au niveau de la confection. Il y a des labels qui vont être au niveau de la santé, celui qu'on connaît beaucoup et qui est souvent un peu assimilé, c'est le Ocotex que je ne sais jamais, prononcer, qu'on voit beaucoup sur les vêtements, qui est un sujet qui passionne, C'est ça. tu vois souvent. Celui-là, beaucoup de gens pensent que c'est un label qui a un rapport avec l'environnement, pas du tout. Celui-là, c'est un label pour dire que ce Le produit est sain toxique. pour la santé. Il n'est pas nocif pour la santé. Mmh, Des fois, forcément, ça se recoupe avec l'environnement, des fois, c'est pas le cas. tout à fait. Donc et aller chercher ce label, par exemple, bah, déjà, si votre premier objectif, c'est que ce soit sain pour votre enfant, bah, vous allez vous diriger vers celui-là. Et d'une manière générale, il y a plein de labels au niveau des couches, mais rapprochez-vous de l'écolabel européen. Ça, il est très connu. Il marche pour tout, hein, que ce soit pour, les cosmétiques, l'alimentaire et cetera. Et celui-là, c'est quand même une valeur assez sûre sur, l'aspect environnemental. Donc c'est voilà, les 2 que je conseillerais de vraiment regarder. Après, il y en a d'autres, mais après voilà, on va rentrer dans beaucoup de détails. Surtout que maintenant, tu as envie de parler des couches lavables. C'est ça, bah, oui, parce que maintenant tu nous as teasé un petit peu sur les couches, lavables, enfin, c'est un peu moi, hein, qui suis tombée là-dedans. Sur les couches lavables, se dire qu'on doit aussi faire attention sur nos couches lavables, hein, mais je savais même pas, est-ce qu'il y a des labels sur les couches lavables? Alors là, les couches lavables, on va arriver sur, une partie qui est du tissu. Donc on va revenir sur les mêmes labels que toi tu fais par rapport quand tu crées tes trousseaux, en fait, finalement. La couche lavable, elle a 3 parties. Elle a une partie, imperméable, la partie qui est extérieure qu'on appelle la culotte dans la terminologie des couches lavables et en fait, c'est celle-là sur lequel il va falloir être aussi vigilant parce que vu qu'elle est imperméable, ben elle va être souvent faite à partir de dérivés de polyester et donc de plastique. Et là, ben, on trouve, des confections qui sont très limites, qui ont pas de label où, il y a beaucoup de produits utilisés et cetera. Donc ça, c'est la première vigilance, c'est celle-là et il y a des alternatives sur cette couche qui peut être faite en laine. Moi, j'ai adoré utiliser des culottes extérieures comme ça en laine. On a beaucoup d'a priori sur la laine, mais la laine, c'est une super matière. Elle s'auto-nettoie, toute seule. Enfin, moi, j'adore la laine. J'ai découvert ça en créant Mini Durable et j'ai un trousseau en laine de mérinos et j'ai découvert la laine par cette occasion-là et toutes les propriétés incroyables de la laine, qu'on peut avoir des couches lavables en laine, hein. C'est super d'utilisation parce que c'est vrai que la laine, on a quand même plein d'a priori. Bah, ça gratte, que c'est difficile d'entretien et cetera. Mais en fait, ça a tellement de bienfaits à côté. Côté thermorégulateur, c'est vrai que ça évite, d'avoir trop chaud, trop froid. Ce côté auto-nettoyant, antibactérien aussi, parce que quand on parle d'anti-odeur, en fait, sur la laine, c'est que c'est antibactérien. Ah ouais, je peux parler pendant 1 heure de la laine. Ah, oh là, on va pas y passer 1 heure, mais ça, c'est une super alternative à cette surcouche, à cette culotte, comme tu disais. C'est une super alternative qui, pour le coup, est saine et en plus, pas si compliquée que ça. Et on revient à la charge mentale, hein. Ouais. Parce que ça veut dire que si elle est auto-nettoyante, le shorty, donc cette culotte extérieure, donc il y a quand même un absorbant à l'intérieur, on va en parler après, mais c'est pas cette partie-là qui est en contact direct, en fait, avec l'urine et les selles et en fait, cette partie-là, tu as pas besoin de la laver souvent. Il t'en faut plusieurs parce que tu la réutilises pas, parce qu'il y a quand même l'odeur un peu de l'urine si ton enfant est resté longtemps avec ce shorty-là en laine, mais en fait, tu l'aères, tu le mets dehors, tu sais que dans la journée, au lendemain, tu l'utilises. Ça veut dire que la laine, ça se lave très, très, très peu. Même les pulls en laine, c'est qu'une fois par an, hein, de préconiser. Là, c'est un peu plus souvent. Mais du coup, cette idée qu'on a, les couches lavables, ça va me demander beaucoup de charges de lessive, bah, déjà, si tu prends ta culotte extérieure en laine, tu as déjà enlevé une partie. Et moi d'ailleurs, j'avais des culottes, mais j'avais des pantalons en laine. Ça veut dire que du coup, sa culotte était son pantalon directement, en fait. Tu vois? Donc Ouais. 2 en 1, pour plus. Après ça, faut réussir à accepter le fait de remettre une, culotte en laine qui n'a pas été nettoyée. C'est vraiment un déclic à avoir, mental. C'est pas si simple que ça comme démarche, mais c'est la vérité.
Ça et c'est pour ça qu'il faut avoir travaillé sur sa croyance de qu'est-ce que le propre, qu'est-ce que le sale et que finalement des fois on va pas sur la couche, lavable parce qu'il y a d'autres choses derrière qui nous tu vois, à l'intérieur de nous là, qu'il faut avoir, vraiment déconstruit finalement aussi. Ouais, exactement ça que tu fais toi dans tes accompagnements. C'est venir chercher quel est le problème en fait au final et réussir à le régler pour avoir une vision plus saine, des choses, quoi. Ouais, exactement. Et alors, si je continue à te détailler, donc il y a Tout cette à fait. culotte extérieure, donc c'est pas elle qui est directement en contact en fait, avec les urines et à l'intérieur, on va mettre une partie absorbante et cette partie-là, elle se glisse donc à l'intérieur et celle-là, on trouve de tout sur le marché. On va trouver de la microfibre, donc la microfibre, on nous en a vanté pendant des années, mais c'est que du polyester, hein. En plus, en termes d'absorbant, c'est pas génial. On va trouver du coton. Le coton, on sait très bien que suivant le type de coton, bah, il peut être, rempli, de produits chimiques et cetera ou même dans les conditions, d'exploitation, hein, de la culture du coton. On peut en trouver en lin, on peut en trouver en chanvre et donc moi, c'est mes matériaux chouchous, hein. Maintenant, la plupart même de ma garde-robe à moi est en lin et en chanvre parce que pour le coup, c'est des, cultures qui poussent, très facilement, qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau, qui sont locales, en général européennes en tous les cas. On a, des couches avec un impact vraiment très faible. Et à l'intérieur, ça c'est si on veut ou pas, on rajoute un petit voile qui est biodégradable, qui permet en fait d'évacuer les sels. Ça veut dire ce voile, on le met tout le temps que voilà et si son enfant a fait caca et bien on peut l'enlever, on peut aller le jeter directement à la poubelle et du coup, on n'a pas les mains entières à enlever tout le caca de son enfant. Si son enfant n'a pas fait caca, on le lave et on le réutilise. Donc pour cette inquiétude de: «Je mets les mains dans le caca», C'est ça, c'est vrai. parce qu'après de toute façon, même si ça déborde, dans une couche spoiler alerte pour les futurs parents, même dans une couche jetable, ça déborde à un moment donné et de toute façon, il y a des moments où on s'en retrouve avec partout donc c'est exactement finalement, on en revient exactement au même sur cette gestion-là. C'est sûr que vu comme ça, finalement, il faut mieux utiliser des couches lavables, ça paraît quand même beaucoup plus simple, tellement plus écologique. Et en plus, tu sais que c'est plus économique, hein. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est plus écologique, c'est meilleur pour la santé, c'est plus économique parce qu'en fait, au long cours, là, sur nos 4 000 couches, ça coûte un quart du budget total de couches jetables. Ah oui, donc ça coûte 75 de moins. Ouais, ouais, en fonction de ce que tu vas utiliser et tu peux l'utiliser pour, le reste de la fratrie, si c'est ton premier enfant, par exemple. Par contre, moi, je pense que ça peut être toujours OK, que tu sens pas de passer ce pas-là et voilà, comme tu dis, toi, avec ton conjoint, ben voilà, vous l'avez pas senti. Parce que c'est vrai que ça demande quand même de l'adaptation, parce qu'on peut des fois avoir besoin de tester plusieurs marques avant de trouver celles qui conviennent à la morphologie de son enfant. Ça demande vraiment une routine de lavage nouvelle et d'être vraiment très régulier. Il faut qu'au bout de 48 heures, tu aies vraiment lavé et l'univers des couches lavables, il y a son lot de noms, de ce vocabulaire qui est pas toujours facile. C'est ça, c'est difficile d'entrer. Après maintenant, tu as quand même des marques qui te proposent des webinaires ou des choses comme ça pour, t'informer, où tu peux poser toutes tes questions et où on va t'expliquer exactement comment utiliser, quoi. Mais c'est vrai que cette entrée est un peu compliquée à mettre en place. C'est pour ça que quand tu as alité plusieurs mois, tu as le temps, hein. Tu as le temps de te renseigner pour mon troisième. Je te dis, j'ai pas, hein. J'étais au point, je savais ce que je voulais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de louer les couches. En fait, moi, j'ai loué, les premiers mois parce que c'est vrai que les 1res couches, tu les gardes pas longtemps et après tu peux aller sur un système qui va être de couches évolutives que tu vas garder du coup jusqu'à la fin et alors que les premières tailles, ben, en fait, tu les gardes pas longtemps donc si tu les achètes, que ce soit en seconde main ou neuf, il y a quand même toujours une logistique que tu as pas dès le début. Donc moi, je me suis laissé le premier mois tranquille en couches jetables et après j'ai loué comme ça, j'ai quelqu'un qui est venu à la maison, qui m'a montré comment les mettre, comment bien les mettre et dès que j'avais des fuites, je la rappelais, elle me donnait des conseils, elle me disait: «Ah mais là, c'est le moment de passer à la taille au-dessus». Donc elle venait me ramener. Donc moi, les j'ai fait comme ça les premiers mois et c'était pour moi une solution qui me semblait vraiment la mieux, la plus optimale. Oui, c'est super, c'était le moment où les enfants grandissent le plus vite, c'est comme pour les vêtements, hein, sinon on change de taille toutes les 5 minutes et ça finit par coûter cher en temps, en argent donc c'est vrai que louer dans ce cadre-là, c'est quand même la bonne solution, surtout quand tu es accompagné et que, tu es conseillé donc on va te conseiller le meilleur pour toi, pour ton bébé, dans ta situation, quel va être le meilleur. Ah forcément, je suis pour la location, quoi. Bien sûr, mais enfin, voilà, moi j'ai du coup eu ce mixte en disant, ben par un moment j'ai commencé en jetable,
puis j'ai loué et puis après, j'ai acheté de l'évolutif jusqu'à la propreté de mon enfant. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été quand même assez en mixte quand, à l'après-covid, l'assistante maternelle m'a dit: On prend plus les couches lavables». Il y a eu un petit moment là. Du coup, il était chez nounou en jetable et nous le reste en lavable et je pense que c'est important de se dire que toutes ces couches-là, c'est des couches d'économiser. Quand on partait en vacances, on était aussi en couches jetables. Ça, c'est mon mari, mon conjoint qui a réussi à me dire: «Non Aude, on part en Pékin, on va pas dans la famille ou c'est voilà, tu pas, tu peux t'autoriser à». J'ai dû lâcher et je pense que c'est important de renoncer aux couches lavables si ça semble pour quelqu'un, insurmontable. Moi, je répète très souvent une phrase qu'on entend beaucoup pour l'allaitement, c'est qu'en fait, tous les parents peuvent utiliser des couches lavables, mais les couches lavables ne conviennent pas à tous les parents. En fait, il vaut mieux toujours un papa, une maman sereine qui va utiliser des couches jetables, hein, pour son bébé, plutôt qu'une maman qui va se forcer avec des couches lavables, même si c'est mieux pour l'environnement, c'est plus écologique, c'est plus économique. Si on ne se le sent pas, on ne se le sent pas. Et si on a besoin d'être accompagné, on peut louer, on peut venir voir Aude, et qui va vous livrer son mode d'emploi sur comment bien, gérer avec des couches. Mais il faut vraiment s'écouter aussi, hein, dans son postpartum. Oui, parce que quand on a préparé, cet épisode, tu m'as dit que toi, tu avais créé une vidéo, sur ce sujet des couches lavables, couches jetables. Donc une vidéo d'1 heure qui explique toutes les différences, tous les labels, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc, là-dessus, comment on la retrouve? On te contacte si on a besoin? Oui, tout à fait, si vous voulez, plus d'infos de manière générale, vous pouvez, me retrouver sur, mon Instagram ou mon site écologiemodemploi.fr. Plus je donne plein de conseils tous les jours pour vous aider à trouver votre propre fonctionnement, pour, alléger aussi votre charge mentale ou réduire votre consommation d'eau et cetera. Tout ce que vous voulez, plein de thématiques. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre et si vous voulez en savoir un peu plus, par rapport aux couches, à m'y contacter et je vous enverrai, le lien, de cette vidéo. Oui, de toute façon, je mettrai toutes tes infos en description d'épisode. Toi, c'est quoi tes actualités, pour les prochaines, semaines, mois, années? J'en sais rien, jusqu'où tu te projettes? Décennies. Oui, en fait, tous les mois, j'organise 1 à 2 webinaires gratuits pour vous aider à trouver des leviers en fonction, voilà, les thématiques. On n'est pas toujours autour du jeune enfant, justement, hein, c'est assez varié, les thématiques de l'écologie. Mais voilà, n'hésitez pas à venir m'y retrouver et à voir la thématique du moment. Je suis sûre que ça pourra vous aider à préparer votre postpartum. Bah, clairement, hein, parce que moi, j'en ai ce que je disais un peu plus tôt dans l'épisode, c'est que j'en ai suivi un et ça m'a fait, avoir plein de prises de conscience, de déculpabilisation et aussi, d'actions qui sont facilement, qu'on peut facilement mettre en place, pour la suite, quoi et de toute façon, on peut te contacter. Si on a des questions à poser, on te contacte directement. Avec plaisir, en tout cas. Bah, Aude, merci beaucoup pour cet épisode. C'était très riche en conseils. J'espère que les, futurs parents ou les jeunes parents qui nous écoutent, ça va leur permettre d'appréhender cette transition écologique, quand on devient parent, de tout ça, avec plus de sérénité et plus de facilité. Donc merci beaucoup. C'était un super épisode et puis à très bientôt. Si vous aussi, Aude vous a permis d'appréhender l'écologie de façon plus sereine, partagez cet épisode autour de vous à tous les parents, futurs parents ou toute personne que ça pourrait intéresser et mettez 5 étoiles sur l'épisode et sur le podcast pour nous faire exister dans les classements. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.